comme point de départ le fait que le débat sur la crise environnementale est dominé aujourd'hui par ce que j'appelle la métaphore de l'île de Pâques. C'est l'idée, les Pasquans ont détruit l'environnement de leur île, enfin auraient détruit l'environnement de leur île. Il n'y avait pas d'autres terres habitables à moins de 3000 km ou 4000 km. Il n'y avait donc que cette terre-là. Ils l'ont bousillée, et donc ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, et par conséquent leur civilisation s'est effondrée. Alors ça, c'est une thèse qui est défendue par un auteur américain à succès, qui est membre tout de même du directoire du WWF aux États-Unis, Jared Diamond, qui est reconnu comme une sommité académique, docteur honoris causa de nombreuses universités, et qui, selon moi, et à partir de ça, il fait évidemment une comparaison, c'est ça la métaphore, avec la crise écologique actuelle. Donc l'idée, c'est que nous n'avons qu'une seule planète, nous sommes en train d'en bousiller l'environnement, et donc notre civilisation va s'effondrer comme la civilisation des Pasquans va s'effondrer, nous allons sombrer dans le cannibalisme, toute une série d'horreurs, etc., la barbarie. Donc je crois que cette comparaison est fausse. C'est l'idée en fait que la crise écologique actuelle ne fait que répéter les crises écologiques du passé, que le moteur est en fait fondamentalement le même, c'est la croissance de la population qui détruit l'environnement, etc. C'est cette vision-là. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle fait abstraction totalement de la différence non seulement quantitative mais aussi qualitative entre les crises écologiques d'hier et d'aujourd'hui. C'est important de prendre ça comme point de départ parce que ça signifie, enfin ça a toute une série d'implications en cascade, je ne vais pas toutes les développer aujourd'hui, mais ça signifie par exemple que parler de crise écologique en fait n'est pas une expression tout à fait correcte. C'est pas la nature qui est en crise, hein. Donc c'est le lien entre l'humanité et la nature qui est en crise, et ce lien est en crise parce que la crise, la société elle-même est en crise. Donc en fait, ce qu'on appelle la crise écologique, on peut employer ça comme formule de raccourci, par commodité, mais c'est en fait fondamentalement une crise sociale. C'est la facette d'une crise globale du système capitaliste qui renvoie à un point qu'on va discuter maintenant, qui est le fait que de par ses lois de fonctionnement même, le système capitaliste est en fait non seulement, il est plus que contradictoire, il est véritablement antagonique avec une bonne gestion, une saine gestion, un respect des équilibres écologiques, des rythmes de reconstitution des ressources, de fonctionnement des écosystèmes, etc. Alors cette incompatibilité, c'est le deuxième point, cette incompatibilité entre le capitalisme, disons, et la nature, elle est due à quoi? Elle est due au fait que à une règle tout à fait fondamentale du capital. C'est pour ça que c'est une remarque qui va très loin. Elle est due au fait que tout propriétaire de capitaux a une idée fixe, qui est de remplacer du travail vivant par du travail mort, comme disait vieux Karl Marx, c'est-à-dire de remplacer des travailleurs par des machines. Et pourquoi tout propriétaire de capital veut-il faire cette opération? Parce que les machines sont plus productives. Et évidemment, remplacer des travailleurs par des machines plus productives, du point de vue du capitaliste, n'a de sens que si on utilise la productivité accrue des machines, non pas pour réduire le temps de travail des producteurs, mais au contraire pour produire davantage de marchandises, mettre ces masses de marchandises sur le marché à un prix légèrement inférieur à celui des concurrents, couler les concurrents et toucher ainsi, en plus du profit moyen de l'économie capitaliste ou du secteur de l'économie qui est concerné, toucher en plus un surprofit et essayer, si possible, de transformer ce surprofit en une rente, c'est-à-dire d'en faire un surprofit fixe, un revenu fixe, ce qui alimente la tendance au monopole capitaliste pour protéger les secrets de fabrication qui permettent d'avoir une plus grande productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle entre guillemets le productivisme, qui est donc cette tendance à produire toujours davantage, à avoir ce que Marx appelle une reproduction élargie du capital, ce productivisme est véritablement inscrit dans le code génétique du système capitaliste. Un économiste bourgeois bien connu, Schumpeter, il l'a exprimé de façon tout à fait claire, il a dit « il n'y a pas un capitalisme stationnaire, c'est une contradiction dans les termes. Un capitalisme ne peut pas être stationnaire, le capitalisme a cette dynamique de croissance.
il peut y avoir des crises économiques pendant lesquelles le capital produit moins, mais ces crises fonctionnent simplement comme des purges du système, permettant temporairement aux gros de manger les petits, aux très gros de manger les gros, afin que la machine puisse reprendre sa course à la croissance par la suite. Alors à ça, à ce constat qu'il y a incompatibilité véritablement foncière entre le système capitaliste comme mode de production et la question des limites des ressources, puisque c'est ça qui est derrière, évidemment. Il y a une contradiction insurmontable entre la tendance capitaliste à la croissance constante et les limites des ressources. À ça, on peut objecter que si l'augmentation de l'efficience dans l'utilisation des ressources est supérieure à l'augmentation de la masse des marchandises produites, on me suit? Donc, non, visiblement, on ne suit pas. On peut objecter que si le capitalisme est capable d'utiliser les ressources de façon plus efficace et que le taux d'augmentation de cette efficacité est supérieur à la masse de marchandises produites, alors le capitalisme peut se développer durablement sans transgresser les limites des écosystèmes. Okay? C'est une question de proportion, une simple question de proportion et d'ajustement. Et il y a effectivement des gens qui disent cela, qui disent il y a notamment une théorie célèbre qui dit que c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets, du nom d'un économiste, qui prétend que au plus une société se développe, si vous voulez, au plus son impact environnemental augmente jusqu'à un pic, et qu'au-delà de ce pic, cet impact environnemental diminue. Alors, tout n'est pas complètement faux dans cette théorie, en ce sens que le capitalisme se caractérise effectivement par un souci constant d'augmenter l'efficacité, l'efficience dans l'utilisation des ressources. On essaye d'augmenter constamment, par exemple, le taux de transformation d'une énergie primaire en énergie secondaire. On va essayer de faire en sorte que l'efficience d'une centrale au charbon ou d'une centrale au gaz passe de 30 à 40%, puis de 40 à 50%, etc. Donc c'est inscrit dans la logique du capital. C'est d'ailleurs, la cause en est la même que la raison pour laquelle le capital veut toujours augmenter la composition organique, donc le nombre, la quantité de machines. C'est exactement le même phénomène qui donne ce résultat. Donc c'est vrai qu'il y a cette augmentation de l'efficience dans l'utilisation des ressources, mais ce qu'on constate, c'est que cette augmentation de l'efficience dans l'utilisation des ressources est plus que compensée par la masse des marchandises produites. Si vous prenez le secteur de l'automobile, c'est absolument évident. Donc l'efficience des moteurs à explosion n'arrête pas d'augmenter. Il y a beaucoup d'efforts des capitalistes pour investir dans la recherche afin d'augmenter les performances du moteur à explosion, mais la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur du transport à l'échelle mondiale explose littéralement, parce que même si ces moteurs sont plus efficaces et plus efficients, mais on met tellement plus de marchandises, de bagnoles, d'avions, de bateaux, etc. sur le marché que les émissions... donc la ponction sur les ressources en hydrocarbures continue à augmenter et que les émissions de gaz à effet de serre explosent. Donc il y a une question qui surgit spontanément de ce constat-là, et cette question c'est, mais jusqu'où est-ce que cette dynamique productiviste de destruction de l'environnement, jusqu'où est-ce que ce caractère écocidaire du système capitaliste peut se prolonger? Donc quelles sont les limites, si vous voulez, les limites théoriques à la destruction de l'environnement par le capital? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut rappeler que le capital, ce n'est pas une chose. Le capital, ce n'est pas une masse d'argent qui dort là, ou ce n'est pas des installations. Le capital, c'est un rapport social d'exploitation. Le capital, c'est une masse d'argent qui court à la recherche d'une plus-value par l'exploitation du travail salarié. Et la condition pour que le capital puisse faire ça, pour que le capital puisse exploiter du travail salarié, la condition préalable, c'est que le capital ait réussi à approprier les ressources naturelles. Si vous vous ramenez au haut Moyen-Âge... pardon? Non. Privé joke. Je vais trop vite ou quoi? Non, non. Il y avait eu une révélation quand tu as dit le capital doit s'approprier les ressources. Ah d'accord. Ouais. Donc oui, la propriété privée des forêts, par exemple, c'est quelque chose de très récent. La propriété en Europe occidentale, il y a un certain nombre de pays, de régions du monde où ce n'est toujours pas une réalité. La propriété privée de la terre arable est une chose récente.
si on se rapporte au Moyen-Âge, il n'y a pas de propriété privée du sol. Le seigneur est responsable d'un fief, il est responsable de la sécurité des serfs, et les serfs travaillent, et en échange de la sécurité assurée par le seigneur, il paye la dîme, etc. Les bois sont communs, les terres sont communes, etc. Et donc, la condition préalable au fonctionnement du capitalisme a été que la classe dominante de l'époque s'approprie les ressources naturelles, les clôtures, en empêchent l'accès aux manants, chassent les manants des terres, afin que ces personnes, n'ayant d'autres moyens de subsistance, soient obligées de vendre leur force de travail contre un salaire. Ça, c'est l'origine de la formation du capitalisme à partir du XIIIe, XIVe siècle en Angleterre. On a chassé les paysans des terres, donc on a coupé les producteurs de leurs moyens de production, on les a aliénés, en termes marxistes, de leurs moyens de production. Et donc, on voit que, à partir de ça, on voit que le pillage des ressources naturelles par la classe dominante a des objectifs de profit, d'une part, et d'autre part, l'exploitation de la classe ouvrière, l'exploitation de la force de travail humaine par le capital sont en fait les deux faces d'une même médaille. On peut même aller plus loin, dans la mesure où la force de travail humaine, c'est une ressource naturelle comme une autre. On peut dire que le capitalisme se caractérise par cette volonté d'exploiter l'ensemble des ressources naturelles, qu'elles soient humaines ou non humaines. Et donc, à partir de là, on comprend évidemment que, vu qu'il n'est pas possible que l'augmentation de l'efficience dans l'utilisation des ressources fasse plus que compenser l'augmentation de la masse des marchandises produites, on comprend que la quête du profit et le productivisme capitaliste impliquent inévitablement une pression accrue sur les deux ressources, à la fois sur les ressources naturelles et sur la force de travail humaine. Et donc il y a une petite citation de Marx qui est un peu énigmatique, où il dit la seule limite du capitalisme, c'est le capital lui-même. Et en fait, cette formule veut tout simplement dire que le capitalisme continuera à exploiter la force de travail et les ressources naturelles jusqu'au moment où il n'y aura plus de possibilité de le faire, jusqu'au moment où elles seront épuisées. Et Marx lui-même le dit quand il dit que le capital épuise systématiquement les deux seules sources de toute richesse, deux points, la terre et le travail. Donc, si on prend le modèle théorique de fonctionnement du capital, disons, l'image est tout de même assez inquiétante et impressionnante. Il y a incompatibilité, antagonisme total entre le fonctionnement normal du système capitaliste et le respect des équilibres naturels, de fonctionnement des écosystèmes. Le capitalisme est donc un système foncièrement écocidaire, destructeur de l'environnement et destructeur aussi de la force de travail humaine en tant que ressource naturelle, et il n'y a pas de limite théorique à cette destruction en dehors de l'épuisement des ressources qu'il pille. Ça, c'est donc, du point de vue théorique, la conclusion à laquelle on arrive. Alors, comme cette conclusion est tout de même relativement peu optimiste, il y a tout de même des gens qui se disent mais il n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque part un mécanisme endogène à l'économie capitaliste qui lui permettrait de prendre conscience, qui permettrait aux capitalistes de prendre conscience qu'ils vont la tête dans le mur. Et de sorte que, quelque part, cette dynamique infernale s'arrête avant la catastrophe, si vous voulez, avant qu'on soit vraiment tous la tête dans le mur. Et malheureusement, pour les gens qui s'accrochent à cet optimisme, je crois que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme endogène de ce genre. Il n'en existe pas. Il n'y a aucun indicateur endogène, ça veut dire propre au fonctionnement même du système économique capitaliste, qui permettent de tirer la sonnette d'alarme à temps face au pillage des ressources naturelles. Et il y a à ça, encore une fois, une raison de fond. La raison de fond, c'est que la loi de base du fonctionnement du système capitaliste, c'est la loi de la valeur travail, que ce système a le seul but la production de valeurs d'échange pour faire de l'argent, n'a donc pas pour but la satisfaction des besoins humains par la production de valeurs d'usage, et donc il n'y a tout simplement pas d'indicateurs qui permettent de prendre le pillage de l'environnement en compte, de l'intégrer dans le fonctionnement spontané du système. Pourquoi? Parce que la valeur, ça se définit par la quantité de travail social nécessaire à la production des marchandises. Et donc,
avec cet indicateur-là, il est impossible de mesurer l'état de dégradation de l'environnement, le niveau des ressources, etc. Il est impossible de le mesurer qualitativement, mais il est même impossible de le mesurer quantitativement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le discours sur le capitalisme vert, il y a une affiche absolument superbe d'ailleurs du NPA sur ce sujet-là. Donc l'idée même d'un capitalisme vert, c'est véritablement un oxymore. Il n'y a pas de capitalisme vert possible. Il y a évidemment des capitaux qui s'investissent dans le secteur vert de l'économie. Ça, évidemment, le capital est en permanence à la recherche de profit, à la permanence à la recherche de plus-value, et dans la mesure où il y a des secteurs, des parties de l'économie capitaliste verte, si vous voulez, qui permettent de faire du profit, le capital s'y investit. Mais dans son ensemble, la multitude de capitaux concurrents qui constituent le capital, qui constituent le capitalisme, ne peuvent absolument pas trouver un mode de compromis ou de compatibilité avec le respect du fonctionnement des écosystèmes. Donc quand on discute capitalisme vert, la seule question qui mérite d'être discutée, c'est de savoir si quelque part, des décisions politiques extérieures à la sphère économique capitaliste proprement dite pourraient permettre au système de prendre en compte les limites écologiques et les fonctionnements des grands cycles naturels. Et en fait, là aussi, la réponse, je pense, est assez simple. Tous ceux qui disent, bon, c'est notamment le débat avec les Verts, avec Europe Écologie, avec tous ces gens-là, donc qui ont, si vous voulez, une vision réformiste sur la question de la politique environnementale, qui se disent on va participer au gouvernement, au pouvoir, pour faire passer un certain nombre de mesures qui feront un pas dans la bonne direction. Et la manière de juger toutes ces politiques-là est toujours la même. Je crois que l'efficacité des politiques environnementales est directement fonction de la détermination anticapitaliste de ces politiques. Il n'y a pas photo. Donc quand un intervenant hier dans le débat disait, ce gars assez comique là, qui a parlé des lobbies, qu'on était trop gentil, trop gentil avec le pouvoir, etc., quand il disait il y a de puissants lobbies économiques, ben c'est ça le problème. Ou bien on est prêt, au nom de la défense de l'environnement, à affronter les lobbies capitalistes pour imposer des politiques écologiquement efficaces, ou bien on ne l'est pas. Mais si on est prêt à affronter les lobbies capitalistes, alors il faut trouver le moyen de construire un rapport de force dans la société qui permette cet affrontement. Et ce rapport de force ne peut venir que des exploités et des opprimés, des travailleuses, des travailleurs, de toutes les couches qui subissent le système capitaliste. Eux seuls peuvent se mobiliser pour lutter contre les lobbies capitalistes. Et ça veut dire, ce sont des implications successives, comme vous comprenez, ça veut dire que si on veut construire un rapport de force face aux lobbies capitalistes pour lutter pour une politique respectueuse de l'environnement, mais il faut en même temps dire quelque chose qui satisfasse les revendications des exploités et des opprimés. On ne va pas les mobiliser contre leurs propres intérêts immédiats. Donc il est indispensable d'avoir une combinaison de revendications sociales et de revendications écologiques pour sauver la planète, si vous voulez, entre guillemets, pour le dire par un raccourci. Alors, pour ceux qui s'intéressent à toutes ces discussions, il y a un auteur aujourd'hui qui rencontre beaucoup de succès dans les milieux des partis verts et dans les associations environnementales. Cet auteur, c'est Tim Jackson. C'est un Britannique qui a présidé la Commission du développement durable de Sa Gracieuse Majesté et qui a produit un rapport sur la transition vers une économie durable. Ce rapport s'appelle « Prospérité sans croissance ». Et ce rapport est assez sulfureux, à tel point que le gouvernement britannique a décidé de ne pas l'éditer. Mais Jackson, lui, il l'a mis en ligne et ça a fait un buzz sur Internet. Donc, il est traduit en français, donc il est édité en français. Vous pouvez trouver ça. Je ne sais pas s'il existe en ligne en français, mais vous pouvez trouver le bouquin. Et c'est assez intéressant parce que Jackson est de tous les auteurs non anticapitalistes, si vous voulez, qui traitent de ces questions, un de ceux qui est le plus pointu dans la mise à nu de la responsabilité du productivisme capitaliste dans la dégradation de l'environnement. Il va très loin là-dedans. Hein. Il va même à contre-courant de tous ces courants qui expliquent tout par la consommation, par les mauvais comportements des consommateurs, etc. Lui, non, il met vraiment à nu la logique productiviste de remplacer les travailleurs par les machines plus productives pour le profit, le surprofit, etc. Il explique tout ça. Mais au moment où il devrait en tirer la conclusion de contester le mode de production capitaliste lui-même,
Et pour faire ça, de s'allier aux victimes économiques ou sociales du système capitaliste, là, il dévie. C'est un peu, vous savez, comme Adam Smith, à qui Marx reprochait de ne pas aller jusqu'au bout de son analyse sur la loi de la valeur travail, de dévier pour des raisons sociales et idéologiques. Et Jackson fait exactement la même chose. Il dévie. Au moment où il faudrait tirer les conclusions anticapitalistes, il dit non. Il y a quelque chose qui est encore plus profond, qui est en chacun de nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, et qu'il est depuis tout le temps, depuis les siècles des siècles, et qui restera encore pour les siècles des siècles. C'est une volonté frénétique d'ostentation et de consommation. C'est en nous. Et donc il y a une espèce de péché originel. Il y a véritablement une dimension religieuse de cette pensée-là. Il y a une espèce de péché originel qu'il nous faut extirper plutôt que d'extirper le capitalisme. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui, véritablement, tirer les conclusions anticapitalistes d'une analyse qu'ils font eux-mêmes, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible, et ils préfèrent pointer du doigt sur chacun de nous, sur notre tendance innée, faisant partie de la nature humaine, à vouloir absolument détruire l'environnement autour de nous. Alors, le moyen principal par lequel les partisans du capitalisme vert espèrent corriger la nature profondément écocidaire du système capitaliste, c'est ce qu'on appelle l'internalisation des externalités. Pour ceux qui étaient au meeting hier, vous avez peut-être noté que l'oratrice d'Europe Écologie a employé cette question des externalités. Donc, internaliser les externalités. Internaliser les externalités, ça veut dire quoi? Pour parler comme monsieur et madame tout le monde, ça veut dire tout simplement essayer de mettre un coût sur les monétaires, exprimé en termes monétaires, les dégradations apportées par le capitalisme à l'environnement, et introduire ce coût dans le prix des produits qui sont vendus. Par exemple, on va essayer d'estimer en termes monétaires les dégâts du changement climatique, la montée du niveau des océans, le fait que quelques centaines de millions de personnes devraient déménager d'ici 50 ans, on va mettre un coût là-dessus et on va tenir compte de ce coût pour imposer une taxe carbone, par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de discours des partisans de cette internalisation des externalités. Alors je pense que c'est une entreprise qui est condamnée à l'échec. On pourrait citer Einstein, hein, c'est pas trop suspect de marxisme révolutionnaire, qui disait, paraît-il, qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le type de pensée qui a conduit au problème. Et typiquement, ici, c'est de ça qu'il s'agit. Dans la mesure où les dégradations environnementales sont dues à une production systématique de marchandises, ce n'est pas en marchandisant des choses qui ne le sont pas encore qu'on va résoudre le problème. Ce n'est pas en transformant l'eau, l'air, les sols, les forêts, les génomes en marchandises qu'on va freiner la logique destructrice et écocidaire de la marchandise. Ça semble relativement évident. Mais comme bien souvent ceux qui nous gouvernent, et en particulier leurs conseillers économiques néolibéraux, ne raisonnent pas spécialement à partir de la logique, on peut essayer de mettre quelques chiffres là-dessus. C'est là que camarade parlait d'analyse de l'Agence internationale de l'énergie, notamment sur lesquelles je m'appuie dans le petit bouquin. Il y a une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui essaye d'évaluer la taxe carbone, le montant de la taxe carbone qu'il faudrait imposer pour parvenir au niveau mondial à une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors, ouvrons la parenthèse, une réduction de 50% au niveau mondial de ces émissions est probablement, plus que probablement, insuffisante pour empêcher des catastrophes climatiques. Je referme la parenthèse, ceci dit, à combien évalue-t-il la taxe carbone à imposer? À $600 la tonne de CO2. $600 la tonne de CO2. Ça ne dit rien à la plupart des gens. Pour vous donner une idée, il faut savoir que quand vous brûlez 1000 litres de gazole, le résultat c'est 2,7 tonnes de CO2. Si vous considérez qu'il faut à peu près, disons dans un pays à climat tempéré, il faut à peu près 3000 litres de gazole pour chauffer une maison moyennement isolée, vous pouvez faire le calcul de ce qu'implique du surcoût, de la ponction sur le niveau de vie des populations qu'implique la stratégie d'internalisation des externalités. Il est bien évident qu'une stratégie pareille n'est en fait tout simplement pas réalisable. C'est socialement impossible à faire.
Si vous dites au patron, on va imposer une taxe CO2 de 600 $ la tonne, ils vont hurler, ils vont dire on peut à la limite l'accepter à condition que ces 600 $ soient intégralement transférés sur les consommateurs finaux. Mais les consommateurs finaux, eux, ils vont gueuler, ils vont dire il y a 30 ans qu'on nous impose l'austérité, et puis maintenant on ne va pas payer en plus 600 $ la tonne de CO2, alors qu'on ne sait pas se passer de combustibles fossiles dans la société qu'on a aujourd'hui, et tout ça pour enrichir les pétroliers. Et donc, en pratique, le résultat des courses, c'est ce que vous avez connu en France avec la tentative du président que le monde entier vous envie, d'imposer une taxe carbone de 30 € la tonne, si je me souviens bien, et puis finalement, il s'est rabattu sur 16 ou 17 €, je ne sais plus, et puis il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, avec l'argument tout à fait juste d'ailleurs, que les principaux pollueurs seraient exemptés de la taxe. Donc, en pratique, toute cette montagne de discussions sur l'internalisation des externalités accouche d'une souris, qui est que les mesures qui sont proposées in fine sont écologiquement inefficaces, totalement insuffisantes, tout en étant socialement inacceptables par l'immense majorité de la population, c'est-à-dire exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait, de la combinaison qu'il faudrait réussir à opérer pour avoir une politique écologique qui soit digne de ce nom, dans la mesure où, je le répète, une telle politique doit affronter les lobbies capitalistes, et pour affronter les lobbies capitalistes, il faut un rapport de force sociale, et ce rapport de force sociale ne peut pas être construit sans la participation des exploités et des opprimés. Alors, je parlais de nature écocidaire du capital, de nature foncièrement écocidaire. Il n'est donc pas étonnant que les dégradations environnementales capitalistes ne datent pas des 50 dernières années. En fait, ces dégradations se sont marquées dès les débuts du capitalisme. Et bon, pour ceux qui s'intéresseraient à cette question, il est tout de même réconfortant et significatif que Marx, par exemple, à son époque, il y avait trois grandes questions écologiques à l'époque de Marx, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui. Il y avait la dégradation des forêts, il y avait la dégradation des conditions d'hygiène dans les villes, puisque pas d'égouts, etc., des logements insalubres, et il y avait la question des sols, et ces trois questions, Marx les a traitées de façon assez approfondie, et on peut en tirer des choses intéressantes. Et je voudrais, pour introduire la suite de la discussion, vous inviter à vous pencher un peu plus en détail sur cette fameuse question des sols. Elle est intéressante, pourquoi? Elle est intéressante parce que vous allez voir qu'elle permet de tirer un certain nombre de conclusions de conclusions méthodologiques, si vous voulez, de nous armer conceptuellement pour aborder la crise écologique aujourd'hui. Quel est le point de départ de cette affaire et quel était le problème avec les sols au XIXe siècle? Le problème des sols au XIXe siècle, c'est que le capitalisme implique inévitablement l'urbanisation. Il fallait que les patrons aient à leur disposition de grandes quantités de main-d'œuvre salariée dans un environnement proche pour pouvoir jouer sur les salaires par la menace du chômage. Tout le monde connaît cela. Mais l'urbanisation impliquait que les excréments humains ne pouvaient pas retourner aux champs. Or, c'était le moyen traditionnel d'exploitation du sol dans les sociétés paysannes avant la révolution industrielle. Les excréments humains étaient employés pour la fumure des champs. Et ainsi, ce que les agronomes appellent le cycle des nutriments était respecté. Les éléments minéraux du sol qui passent dans les plantes, qui sont ingérés par l'être humain, qui se retrouvent dans les excréments, retournent au sol et la fertilité des sols est assurée. Avec l'urbanisation, ce cycle des nutriments était rompu, parce que les excréments humains partaient dans les ruisseaux, puis dans les rivières, puis dans les fleuves, et puis dans la mer, et donc il y avait un problème sérieux d'appauvrissement des sols. Il y a eu des régions entières, notamment dans ce qui allait devenir les États-Unis, qui ont été complètement désertifiées à cause de l'agrobusiness de l'époque, si vous voulez, le fait qu'il n'y avait pas d'engrais de synthèse. Et Marx et Engels s'intéressaient fort au développement de la pensée scientifique, et Marx s'est intéressé très fort à cette question. Et l'intérêt, et ce qui montre en même temps le génie de Marx, c'est qu'il ne s'est pas limité à la question des sols. Donc il s'est appuyé sur les travaux du scientifique qui avait tiré la sonnette d'alarme sur tout ça, Liebig, qui est le fondateur de la chimie des sols. C'est la même famille que les petits bouillons cubes, là. Liebig, c'est les mêmes. Enfin, c'est de là qu'ils viennent. Rien à voir avec les excréments, je ne voulais pas amalgamer les bouillons cubes aux excréments, hein, donc c'est pas ça. Mais donc, Marx s'est appuyé sur ces travaux de Liebig et il les a généralisés.
il les a généralisés à ce qu'il a appelé l'échange de matière entre l'humanité et la nature. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les excréments humains retournent au champ, ça permet de faire pousser les plantes sont bouffées par les gens qui chient, etc. Bien. Donc c'est une question d'échange de matière entre l'humanité et son environnement. Et qu'a dit Marx là-dessus? Il a dit, il a inventé un concept qui est absolument remarquable et qui est inattaquable, qui est écologiquement extrêmement correct. Il a dit que la seule liberté possible pour l'être humain, c'est-à-dire la seule mesure dans laquelle l'humanité peut s'affranchir du travail, de la pénibilité du travail, c'est la gestion rationnelle de l'échange de matière entre l'humanité et la nature. La gestion rationnelle de l'échange de matière entre l'humanité et la nature. Et donc, il est important de voir, d'abord cette formule, elle est absolument impeccable, elle correspond tout à fait au défi, enfin, elle est un instrument conceptuel pour aborder aujourd'hui des défis tels que le changement climatique, j'y reviendrai dans un instant, mais il est important aussi de voir que pour Marx, ça ne voulait pas dire que l'expression gestion rationnelle ne voulait pas dire qu'il fallait une espèce de corps, de bureaucratie, de technocrates verts pour gérer les échanges, pour mesurer les échanges de matière, pour tracer les cycles, pour vérifier que les matières retournaient bien à leur point de départ, etc. C'est pas ça qu'il avait en tête. Il dit dans sa citation, il dit que seuls les producteurs associés peuvent réaliser cette gestion rationnelle des échanges de matière. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il s'appuie sur l'idée que la société de classe, la société capitaliste, implique l'appropriation des ressources naturelles par la classe dominante, et que du fait que les ressources naturelles sont appropriées par les capitalistes, les travailleurs, les travailleuses voient ces ressources naturelles se dresser face à eux comme des forces hostiles. Puisque la nature est contrôlée par le capital, la nature apparaît comme une force hostile aux mains du capital contre les travailleurs. Et c'est quelque chose qui est d'une très grande actualité aujourd'hui. Quand on discute toutes les campagnes, toute la manière dont la dramatisation de la situation écologique est utilisée pour une offensive idéologique visant à prêcher l'austérité aux travailleurs, c'est typiquement de ça qu'il s'agit. Le capital s'appuie sur son contrôle des ressources naturelles qu'il détruit lui-même pour essayer de culpabiliser les gens et leur faire accepter une réduction de leur salaire, par exemple, au nom de sauver l'environnement, au nom de se serrer la ceinture, consommer moins, etc. Donc il y a véritablement ces passages-là de Marx n'occupent pas beaucoup de pages dans son œuvre. Il ne faut pas en déduire que Marx serait quelque part une espèce d'écologiste avant la lettre, ce serait totalement exagérer la situation, mais ce sont des pages extrêmement précieuses parce qu'elles nous arment, idéologiquement, et elles nous arment méthodologiquement pour comprendre vraiment à fond comment la lutte pour l'environnement est en même temps une lutte contre la société capitaliste, contre la société de classe, pour une société sans classe, pour une société des producteurs associés. En effet, les mécanismes capitalistes de destruction de l'environnement, c'est pas seulement qu'il y a des capitalistes qui veulent faire du profit avec l'exploitation des ressources naturelles, avec le pillage des ressources naturelles. Il y a autre chose en plus. Il y a le fait que la division de la société en classes, qui sont des classes qui se mêlent une guerre, qui sont des classes hostiles, empêche véritablement une gestion rationnelle et consciente des échanges de matière entre l'économie et son environnement. Donc, on peut le voir quotidiennement. Le réflexe, c'était dit hier dans le meeting également, le réflexe spontané de toute travailleuse, de tout travailleur individuel qui n'est pas organisé dans un syndicat, c'est d'espérer que son entreprise se porte le mieux possible, espérer que son patron conquiert de nouveaux marchés, espérer qu'il fasse du business, espérer qu'il vende de plus en plus de camelotes. Donc le mécanisme même de l'exploitation du travail par le capital nourrit une espèce de compromis ou de complaisance, je ne trouve pas un autre terme, disons de compromission des exploités avec le mécanisme productiviste du capitalisme qui détruit l'environnement. De sorte que, dans la logique de Marx, la gestion rationnelle de ces échanges de matière entre l'humanité et la nature nécessite véritablement l'abolition de la société de classe, et donc le remplacement d'une société qui produit des valeurs d'échange par une société des producteurs associés produisant des valeurs d'usage pour la satisfaction de leurs besoins démocratiquement déterminés.